Vous êtes au rendez-vous de l'EIF. Bonjour, je suis Anna Bardassarian. Nous sommes en plein centre d'Erevan, place de l'Opéra, au village de la francophonie, au plateau de Radio Vent et de Courrier d'Erevan. La francophonie et la jeunesse, deux amis inséparables. L'action de la francophonie en faveur des gens est d'abord une vision politique structurée dans la stratégie jeunesse de la francophonie, portée et incarnée par la secrétaire générale de la francophonie, son Excellence Madame Michaël Jean. Bref, la jeunesse est le plus de la francophonie. En route vers Erevan pour le 17e sommet de la francophonie, les gens venant de tout l'espace francophone se sont réunis du 17 au 19 septembre 2018 à Genève. Le Palais des Nations, lieu emblématique et historique, a ouvert ses portes pour accueillir la 12e conférence internationale des gens francophones. Vivre ensemble. Plus de 200 gens ont réfléchi sur cette idée que l'on entendait à plusieurs reprises pendant toute la conférence. Ils ont également échangé sur différents sujets importants, formules de réussite, mobilité des gens, inclusion économique et financière des gens, marché de l'emploi, emploi vert et le projet. Sarah est une mère 27 ans de Maroc, enseignante de marketing et management. Bonjour, vous étiez là à Genève. Vous avez même animé un atelier Relever le leader en vous. Comment cela s'est-il passé? Bonjour, je vous remercie d'abord de me prendre sur votre plateau. C'est très intéressant de parler à la jeunesse arménienne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes là. Oui, en effet, j'ai été la formatrice d'un atelier portant sur le leadership au Palais des Nations à Genève. Et nous avons présenté cet outil managérial qu'est le leadership de manière pratique, mais aussi de manière aussi très libre ensemble, étant parallèlement aussi une formatrice libre ensemble. Le but de l'atelier était justement de souligner que le leadership n'est pas un outil parfaitement et uniquement ouvert au domaine de l'entrepreneuriat, mais également un outil, une posture aussi à avoir dans la vie de tous les jours, dès lors qu'on adopte une procédure complète allant de la planification jusqu'au contrôle, en passant par des outils de motivation et des outils d'organisation. L'atelier a aussi porté sur la prise de parole publique, mais aussi la parole aux partenaires, qui est très importante dans une optique de leadership. Ça a porté sur la confiance en soi, sur le regard circulaire, sur la gestuelle, sur les outils de contrôle dans la vie de tous les jours, comment contrôler ses finances, comment épargner. Donc, c'est vraiment une manière de ramener le leadership à la vie de tous les jours des jeunes, mais également le présenter de manière assez simple pour que les jeunes soient ouverts au leadership dans sa relation avec l'entrepreneuriat. Voilà. Parlons un petit peu de votre expérience de start-up événementielle que vous avez créée en 2016 à Tanger. Alors, Evenco, c'est mon petit bébé, il faut dire. C'est un petit peu au même niveau que Libre Ensemble pour moi dans mon cœur. Alors, je vous raconte l'histoire, peut-être que ça servirait de motivation aux jeunes Arméniens. Alors, moi, j'ai quitté ma ville qui était Rabat, la capitale du Maroc, où j'avais un poste, parce que quand même c'est une ville administrative, j'avais un poste avec un bon salaire, avec de bonnes débouchés. Et pour des raisons personnelles, j'ai dû me déplacer contre mon gré à Tanger. Alors Tanger, c'est plus une ville industrielle et j'imagine que c'est le cas dans tous les pays. Les villes ne sont pas forcément égales dans l'offre de l'emploi. On espère que ça le sera un jour. Mais en me déplaçant à Tanger, je m'attendais à avoir des propositions similaires ou plutôt proches à ce que j'avais. À ma plus grande surprise, c'était pas ça. C'était le choc. Quelque part aussi, je me suis accordé quelques petites semaines de dépression. Mais je me suis relevée en bonne jeune engagée et j'ai créé Evenco. Evenco qui opère dans l'événementiel, qui profite d'un marché industriel tangérois, donc qui utilise aussi beaucoup tout ce qui est restauration. Après, ce que j'ai fait, encore une fois, en tant que jeune engagée, parce qu'il faut l'impliquer dans tous ces aspects de la vie, le fait d'être jeune impliqué, c'est que mon entreprise emploie les jeunes. Elle ouvre la porte, mais grande ouverte, aux personnes en situation irrégulière. Et on adopte depuis 1 an une politique de réduction des gaspillages et de consommation responsable. Comme on est dans la restauration, je pense que c'est des domaines qui devraient prendre en compte ça. Donc aujourd'hui, elle a quelques années, mais elle opère très bien. On a des partenaires très ouverts, on a des partenaires très grands. Et on compte grandir non seulement sur le point de vue entreprise, mais aussi sur le point de vue valeur. Je veux bien que les jeunes apprennent par la création des entreprises qu'il faut aussi insérer des valeurs durables dans leur création. Voilà.
Sarah, vous êtes également formatrice de Libre Ensemble de l'OIF. Qu'est-ce qui vous a incité à s'impliquer dans l'animation d'ateliers? On doit avoir compris que j'aime beaucoup, je l'ai déjà dit 2 fois depuis que je parle, je suis formatrice Libre Ensemble, j'en suis très fière. Alors, ce qui m'a incité, je vais vous dire, Libre Ensemble a été une occasion pour moi et pour tous les jeunes comme moi de prendre notre engagement à un niveau second, dans la mesure où on peut, à travers ce mouvement-là, être en contact avec les jeunes et opérer des actions par les jeunes, faites pour les jeunes. Donc d'abord, le mouvement m'a accueillie en participante, ce qui a été très, très, très changeant pour moi. Parce que on peut se dire pas raciste, on peut se dire ouvert, on peut se dire libre, mais face à certaines activités, on comprend qu'on l'est pas en profondeur. Et le but de ces activités-là, c'est de justement pointer du doigt ça et permettre aux jeunes de procéder au changement parce que la volonté y est, donc c'est important. Et dès lors qu'on est libéré de tous ces petits mots, et on espère qu'on épargnera tous ces mots à tout le monde, on peut, à partir de ce moment, partager ce vécu avec une certaine pédagogie, un certain engagement aussi assez ouvert à tous les pays de la francophonie. On peut partager ça avec les jeunes. C'est des activités très intuitives, très ouvertes à la discussion. C'est pas des cours parce que parallèlement, je suis enseignante, donc ça ne ressemble pas du tout à ça. Mais c'est une approche participative où on raconte un vécu, où on essaie de combler des vides, on essaie de guérir des mots. On essaie d'ouvrir la porte aux jeunes à la prise de parole, à des valeurs qui sont essentielles au monde. Voilà, c'est ça, Libre Ensemble. Et moi, je peux faire un discours d'une journée sur Libre Ensemble, mais voilà, ça sera assez pour moi. Vous souhaitez développer un réseau de jeunesse engagé dans votre ville actuelle, à Tanger. Quel est votre objectif? L'objectif, justement, c'est de profiter de cet apprentissage que j'ai fait avec le mouvement Libre Ensemble. J'ai acquis énormément de choses et je me sens responsable de ça. Et je sens que j'ai aussi la responsabilité de transmettre ça dans un premier réseau qui soit peut-être le réseau de ma ville, ensuite de l'élargir petit à petit parce qu'en fait, Libre Ensemble, c'est aussi des passations de relais. C'est planter, comme le diraient des collègues, planter des graines un peu partout, faire en sorte qu'elles poussent, faire en sorte qu'elles aussi deviennent des ambassadrices ou des ambassadeurs de bonnes valeurs. Et croyez-moi, avec un système pareil, vous aurez une jeunesse, parce qu'en plus, dans toute la francophonie, c'est des pourcentages exorbitants, je vais dire, de jeunes. Si on arrive à transformer ça en des jeunes remplis de valeurs, remplis d'engagement, je crois que le monde irait mieux. Sarah, si je ne me trompe pas, vous êtes la plus jeune dans votre équipe. Est-ce que vous avez déjà confronté des stéréotypes? Je dois être honnête, j'imagine. Alors, je suis la plus jeune enseignante dans mon université. C'est également l'université où j'ai pris mes cours et l'université où je fais actuellement un doctorat en diplomatie économique. Oui, j'ai été confrontée à plusieurs obstacles, à plusieurs stéréotypes avec pas uniquement l'école où j'enseigne, mais dans la vie de tous les jours. Être enseignante, moi je suis en plus enseignante dans le secteur, dans le niveau supérieur. Donc mes étudiants, ayant moi-même 27 ans, ne sont pas très loin de mon âge. Ça m'incite à instaurer une certaine approche participative, mais avec certaines limites pour laisser place à la passation du message, parce que c'est l'objectif primaire d'un enseignant. Parallèlement, ce n'est pas aussi une question d'âge seulement, c'est une question du fait d'être une femme, une jeune femme, hein, parce que la femme, c'est des niveaux en termes de discrimination. On est plus discriminé quand on est moins jeune et ça disparaît ou sinon on l'oublie, on ferme les yeux plus on grandit. Mais voilà, on a l'impression qu'on n'est pas assez, qu'on ne fait pas assez. J'ai souvent eu besoin de prouver le contraire. J'avais forcément pas raison. Je me suis déployée à fournir des efforts, à prouver que oui, je suis une jeune femme de 27 ans, je suis enseignante, je peux faire pareil que vous, mieux que vous. Aujourd'hui, ayant dépassé ça, aussi à travers les activités Libre Ensemble, à travers beaucoup de réflexions, j'arrive à faire simplement ce que je sais le mieux faire, c'est passer mon message à mes étudiants que j'aime beaucoup, faire un travail que j'aime beaucoup et instaurer mes valeurs aussi dans mes cours. Voilà.
Un autre jeune engagé, Sobel Aziz Ngoum, jeune entrepreneur sénégalais. Il possède une licence en communication obtenue à l'École supérieure de commerce de Dakar. Il a travaillé pendant 5 ans pour un ONG américain. Il dirige Social Change Factory, un centre de leadership citoyen africain pour les jeunes qu'il a fondé en 2014. Il est entre autres le promoteur de plus grands programmes télévisés dédiés à la promotion de la jeunesse et de l'entrepreneuriat en Afrique francophone, le concours Voix de jeunes. Sobel est avec nous aussi. Bonjour. Bonjour. Alors, comment arrivez-vous à faire entendre la voix de la jeunesse? Présentez cette initiative. Merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau radio. Donc j'ai effectivement créé il y a 3 ans maintenant une émission télé. Je suis parti du constat qui est simple. Il y a énormément de choses à partager avec les jeunes et on n'a pas les moyens techniques ni financiers de pouvoir aller les trouver partout où ils sont pour leur parler et pour les engager. Quelles étaient les ressources disponibles pour pouvoir toucher le plus grand nombre de jeunes? D'abord les médias. Et le premier, dans la majorité des pays africains francophones et dans beaucoup d'autres pays en voie de développement, reste la radio et la télévision. Et donc, je me suis dit, ce serait intéressant de pouvoir créer un programme télévisé où on montre ce qu'il y a de beau et de mieux chez les jeunes. Et donc, j'ai créé cette émission au Sénégal, d'abord en 2015. Et l'idée est simple. C'est un concours où on réunit des jeunes qui sont issus des universités et des jeunes qui sont déscolarisés et qui vivent dans des communautés rurales, mais qui ont aussi une expertise de la terre, de la pêche, de l'artisanat. Et on les met ensemble. Et on leur pose une problématique. Par exemple, quelle solution pour résoudre les problèmes d'accès à l'eau dans les écoles primaires? Voilà. Et ils ont 6 mois pour développer une solution, la mettre en œuvre et l'implanter dans une école pilote. Et le modèle qu'ils doivent mettre en œuvre doit être un modèle qui est duplicable dans toutes les autres écoles avec le même engagement des autres jeunes. Et on leur donne un tout petit peu d'argent. On leur donne 300 € seulement pour pouvoir développer une solution et il est de leur responsabilité d'aller lever d'autres fonds et de trouver des mécanismes quelque part qui ne coûtent pas beaucoup d'argent. Et donc en 2015, on l'a fait au Sénégal, le programme a bien marché. En 2016, on l'a étendu à la Guinée et à la Côte d'Ivoire. Et en 2017, on l'a étendu au Tchad, à la Gambie, donc premier pays anglophone, au Burkina Faso et on l'a lancé en France. Sobel, vous avez aussi été le plus jeune boursier sénégalais de la première édition du programme YALI du président Obama pour votre engagement citoyen. Racontez un petit peu. Alors oui, le programme YALI, donc YALI, ça veut dire Young African Leaders Initiative. Donc le président Barack Obama a voulu, pour son legs à l'Afrique, investir spécifiquement dans la jeunesse africaine. Et donc il a créé un programme de jeunes leaders, comme il l'appelle, qui est un programme qui sélectionnait chaque année 500 et maintenant 1000 jeunes à travers tout le continent africain qui font des choses qu'ils considèrent comme des choses qui font avancer le monde, avancer le continent. Et donc j'ai été sélectionné, effectivement, l'âge à cette époque était de 25 à 35 ans, j'avais 23 ans. J'ai été sélectionné pour faire partie de ce réseau et j'ai eu l'immense chance, parce que j'appelle ça une chance, d'être cité comme référence par le président Obama dans son discours à la jeunesse africaine. Je suis rentré chez moi, j'étais boosté, plein d'énergie, plein de motivation, parce que, bon, simplement, hein, vous savez ce que Obama représente pour les Noirs, hein, voilà. Le fait de pouvoir le voir déjà, c'était énorme. Et le fait de pouvoir entendre mon nom 5 fois dans sa bouche en 2 minutes en disant à quel point j'étais exceptionnel et que ce que je faisais était exceptionnel, évidemment, je ne l'ai pas pris comme quelque chose, comme on dit, for granted, comme quelque chose d'acquis, de garanti, mais au contraire, je l'ai pris comme une motivation. Et je me suis dit, à partir de là, je n'ai plus le droit d'échouer. Et donc, je suis rentré. J'ai démissionné de l'ONG pour laquelle je travaillais, Ashoka. J'ai démissionné de la société privée pour laquelle je travaillais et j'ai décidé de créer Social Change Factory. Et aujourd'hui, je vis de ça, je ne fais que ça et j'investis pleinement mon temps, mon énergie et mes idées au service des jeunes dans la francophonie, mais également sur le continent africain. La précarité de l'emploi touche de plus en plus sévèrement un nombre croissant de gens. Être jeune, une grande précarité alors. Absolument. Qu'en pensez-vous? Vous qui à l'âge de 28, vous êtes déjà un modèle de réussite. Modèle de réussite, ce serait trop dur. Mais disons qu'à l'âge de 28, je fais partie des privilégiés qui ont eu accès à une éducation de qualité, qui ont eu accès à des opportunités d'emploi
et qui n'avait juste qu'à prouver qu'il pouvait être assez bon pour pouvoir bénéficier des opportunités qui se trouvaient autour de lui. Ce que la majorité des jeunes dans l'espace francophone n'ont pas. Vous savez, dans l'espace francophone, aujourd'hui, il y a 7 jeunes sur 10 qui sont des travailleurs indépendants ou des entrepreneurs dans la partie sud de la francophonie, contre 1 jeune sur 10 en Europe qui est indépendant ou entrepreneur. Donc effectivement, il y a une précarité de l'emploi. Et cette précarité de l'emploi, elle est due à de nombreux facteurs. Mais le facteur le plus clé, c'est la formation, c'est l'éducation. Quelle éducation il y a? Une éducation qui est capable de permettre aux jeunes d'avoir les outils, les connaissances pour répondre aux besoins du marché qui vont les recruter. Et donc ça, c'est un premier défi, l'adéquation entre la formation et l'emploi. Vous avez un second défi qui, lui, est au niveau de l'accès à l'information, l'accès aux offres d'emploi qui se posent, auxquelles beaucoup de jeunes ne savent même pas qui recrute, dans quel secteur recruter, etc. Et vous avez évidemment un problème, mais beaucoup plus systémique, qui est l'encadrement et les écosystèmes autour de la question de l'emploi, qui restent assez faibles dans nos pays. Il y a de grands objectifs, créer des emplois pour tout le monde, mais les écosystèmes sont encore faibles. Le secteur privé, aujourd'hui, n'emploie que 3 jeunes sur 10 dans la francophonie. L'administration publique n'emploie que 1 jeune sur 10 dans la francophonie. Donc, ce sont des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, sur lesquels on n'a pas besoin de théoriser plus longtemps. Sarah et Sobel, alors quel est le rôle de la jeunesse dans cette société? Tu dis ou je dis? Vas-y. Ben c'est tout le rôle, c'est toute l'importance, c'est impliquer la jeunesse. Et aujourd'hui, un peu plus que nécessaire, ça serait quand même anodin, à notre sens, je pense, Sobel serait d'accord avec moi, de continuer à mettre de côté, ou comme le dirait un collègue, à faire servir les jeunes comme tapisserie à certains mouvements, à certaines actions. Aujourd'hui, c'est anodin de mettre de côté la jeunesse. Le monde est fait de jeunes, les pourcentages le prouvent. La volonté est là, on tend la main, on est là, on tend la main, on veut faire quelque chose. Maintenant, parallèlement, il est parfaitement naturel qu'on ait besoin de collaboration, de partenariat. Je dirais pas aide, hein Sobel, de la collaboration, pour pouvoir avancer, pour pouvoir atteindre un objectif commun. Si l'objectif de tout le monde, c'est de voir un lendemain meilleur, nous, on est là, on tend la main. On attend qu'à ce qu'on l'apprenne. Absolument. Et ben moi, je vais absolument dans ton sens, même peut-être un peu plus radical. Pour moi, on ne peut pas avancer sans la moitié du monde. Et la moitié du monde, ce sont des femmes. Pour moi, on ne peut pas avancer sans les 3/4 de la francophonie. Et les 3/4 de la francophonie, ce sont des jeunes. 7 francophones sur 10 ont moins de 30 ans. La transformation de la francophonie ne passera pas par un autre groupe que par ces jeunes-là. Et donc aujourd'hui, il faut aller au-delà des belles paroles et des insertions des jeunes pour qu'ils aient des petits espaces à côté des grands pour faire de la figuration. Il faut que les jeunes soient assis à la table, aux tables de décision. Parce que parmi les jeunes, il y a effectivement des gens assez formés, assez qualifiés, assez calibrés pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir gérer des projets et pour pouvoir faire avancer la donne. Parce qu'ils l'ont prouvé sans accompagnement. Alors celui qui prouve qu'il est capable de faire sans aide, qu'est-ce qu'il pourra faire s'il est aidé? Je crois qu'il faut être assez curieux pour le découvrir. Voilà. Hein? La question se pose, elle est là. Et puis je remercie mon ami Sobel d'avoir évoqué cette question de femme. Je me suis promise en étant femme de ne plus le dire. Parce que simplement, merci. Parce que simplement, c'est à la fois toujours se positionner en victime. Non, on est là. Et d'ailleurs, par cette participation à la radio, je tiens, mais vraiment du fond du cœur, et ça c'est Sarah qui parle, à saluer toutes les femmes arméniennes, parce que depuis qu'on est là, on est juste étonnés et ravis et heureux de voir comment les femmes sont impliquées. Et la vice-ministre de la Culture l'a dit, il y a de ça 2 jours, l'Arménie a vu que l'arménienne est au noyau du changement, est au noyau du mouvement. Et comme l'a dit Sobel, c'est pas que l'Arménie, c'est toute la francophonie. Et pour finir, notre question traditionnelle, votre interprétation, vivre ensemble. Comment vous voyez vivre ensemble? Vivre ensemble, vous savez, moi je suis d'une famille qui est très hétérogène. Ma mère est à 3/4, elle est libanaise, française, sénégalaise.
Mon père est sénégalais et j'ai grandi dans un environnement multiculturel. Donc pour moi, le vivre ensemble, c'est une évidence. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Il faut qu'on arrive à développer notre empathie. En fait, pour moi, il faut qu'on arrive à être plus simple. Plus simple, c'est-à-dire accepter les gens tels qu'ils sont, dans leur nature, dans leur être, dans leurs préférences, parce que tout simplement, ça ne nous concerne pas. Dans le vivre ensemble, il y a un libre ensemble. Et le libre, c'est que chaque individu a le droit à son autodétermination, de choisir ce qu'il veut, ce qu'il aime et ce qu'il se projette. Et c'est en arrivant à faire combiner les forces dans leur complémentarité qu'on arrive à créer un vivre ensemble qui est correct, en étant honnête et juste les uns avec les autres. Et c'est ce que je prône. Je suis parfaitement d'accord avec lui, je ne saurais pas mieux le dire. Le vivre ensemble aujourd'hui est une action d'altérité. C'est pas le fait de tolérer l'autre, c'est le fait justement de le comprendre et de l'intégrer, de le prendre comme partie prenante parce qu'il l'est justement et parce que les différences ne nous concernent pas, comme l'a si bien dit Sobel. Chacun est ce qu'il est, de la manière qu'il veut, et du moment qu'on est là avec un objectif commun, il n'y a pas à exclure des parties, à en garder d'autres, parce que je trouve que personne n'a le droit, mais personne n'a le droit de faire ça. Tout le monde est là, tout le monde est engagé, tout le monde est sur terre. Il faut, on le dit de manière très simpliste, il faut de tout pour faire un monde. Et après, on le répète souvent, mais est-ce qu'on l'applique ? Non. Je crois que dans la différence de tout un chacun, il existe une richesse incroyable. Et c'est quand même stupide, je vais utiliser quand même ce mot, de passer à côté de cela et de réduire l'humain à une image créée par des personnes qu'on ne connaît forcément pas, mais qui ont décidé que pour être humain ou pour être intégré, il faut être ça, ça, ça et ça. Alors qu'à côté, il y a des différences qui ouvrent les portes sur des horizons beaucoup plus intéressants. La différence est une richesse. Ce n'est pas un danger, ce n'est pas quelque chose à exclure, ce n'est pas une difficulté, c'est une richesse. Et l'intégrer est une opportunité de taille. Maintenant, on le dit à bon entendeur. Merci. Merci à vous. Je vous souhaite beaucoup d'énergie pour vos futurs projets. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir Ciao à invités. l'Arménie. Bon courage. Au revoir l'Arménie, on vous aime. Et puis, Je vous aime fort. Azat Miassine. Basé sur les valeurs de solidarité, de partage et d'engagement, le programme de volontariat international de la francophonie offre aux jeunes francophones âgés de 21 à 34 ans la possibilité de mettre durant 12 mois leur savoir-faire et savoir-être à la disposition d'un projet de développement et de vivre une expérience de mobilité internationale au sein de l'espace francophone. Ces missions de volontariat sont réalisées au sein d'institutions francophones souhaitant bénéficier de l'appui d'un volontaire pour leur projet. Ce programme leur permet de valoriser leur formation, leurs compétences techniques ainsi que leurs qualités personnelles, tout en contribuant à des actions en faveur du développement de la francophonie via notamment ses partenaires ou les opérateurs de la francophonie. Thomas Guillain, volontaire international de la francophonie belge au bureau régional de l'Europe centrale et orientale à Bucarest en Roumanie, et Amandine Bovalet, volontaire française en Arménie, à Erevan au centre numérique francophone. Ils sont au plateau avec nous. Bonjour, merci d'être venus. Bonjour. Alors, expliquez-nous s'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire être volontaire international de la francophonie et comment avez-vous décidé de vous engager dans cette aventure ? Tu veux commencer ? Je vais commencer. Moi, j'ai décidé d'être volontaire internationale de la francophonie parce que j'ai rencontré une volontaire lors d'un stage. Donc, elle m'a parlé du programme et c'est elle qui m'a donné envie de me lancer dans cette aventure. Donc, voilà. Puis ensuite, je pense que pour être volontaire, il faut vouloir s'investir, aimer partager et aussi apprendre de nouvelles choses, être curieux. Je pense que c'est une des capacités, des qualités qu'il faut avoir quand on veut être volontaire, je pense. Et vous, Thomas ? Ouais, alors moi j'ai plutôt choisi par rapport à la région d'Europe centrale et orientale qui me tient à cœur. Et j'ai découvert un peu le volontariat, le programme des volontariats international de la francophonie par hasard, je dirais. Mais j'ai tout de suite été attiré par la vitalité de la francophonie dans le monde et surtout dans la région, qui est une région qui n'est pas francophone à la base, mais qui est très francophile. Et voilà, et ça, la description du poste m'a tout de suite plu, donc j'ai tout de suite candidaté pour cela.
Qu'est-ce que vous a apporté cette expérience? Pour moi, beaucoup de choses. Comme vous avez dit, en fait, le volontariat, c'est mettre ses compétences au service de la francophonie, des institutions francophones partout dans le monde. Donc moi, j'ai mis mes compétences au service du bureau régional du Bréco, mais j'en ai aussi acquis de nouvelles et j'ai découvert, par exemple, que j'ai de bonnes compétences écrites, ce que je ne savais pas avant. Donc c'est une belle découverte pour moi et ça permet aussi d'un peu se guider par après dans ma carrière professionnelle. Oui, je suis d'accord. De mon côté aussi, j'ai dû me découvrir dans le milieu de la communication pour diffuser les informations, faire connaître un peu plus le campus numérique francophone. Et puis au niveau de l'enseignement, comme je suis professeure de français langue étrangère, j'ai rencontré un nouveau public, le public universitaire, et surtout le public arménien. Et donc là, c'est pareil, j'ai dû développer des nouvelles stratégies. J'ai évolué aussi dans mon domaine. Voilà. Quelles étaient les difficultés peut-être de cette expérience? Pour moi, ça a été la langue, puisque je ne parle pas arménien, je ne parle pas russe non plus. Et en Arménie, même si il y a la francophonie qui est présente et que les Arméniens sont très francophiles, parfois j'ai eu du mal à me faire comprendre. Mais bon, je pense que c'est la seule grosse difficulté que j'ai pu rencontrer ici. Mais vous êtes arrivé quand même à apprendre quelques mots ou expressions? Oui. Pour prendre le taxi notamment. Même avant j'habitais dans un foyer pour étudiants, donc pour pouvoir communiquer avec les personnes du foyer, j'ai appris quelques mots, quelques expressions. Ouais. Pour vous, Thomas? Oui. Alors pour moi c'était un peu différent d'Amandine parce que je connaissais le roumain avant d'arriver à Bucarest. Donc au niveau linguistique, l'intégration était plus facile, disons. Mais mine de rien, ça reste arriver dans un nouveau pays, découvrir un nouveau pays, une nouvelle ville, avoir de nouvelles habitudes. Donc ça prend du temps et parfois c'est vrai que c'était compliqué, surtout avec l'hiver qui a vraiment duré à Bucarest jusqu'à fin mars. C'était très compliqué à ce niveau-là. Et au niveau du boulot en tant que tel, c'était apprendre une nouvelle façon de communiquer. Avant je communiquais aussi, mais dans une ONG. Ici c'est plus une communication institutionnelle, donc le public est complètement différent. Et donc c'était vraiment, parfois ça prenait du temps d'apprendre les nouvelles façons de communiquer. Voilà. Ouais, les codes différents selon les pays, c'est toujours aussi difficile à comprendre et puis à mettre en application. Quels sont vos conseils aux gens francophones qui ont l'intention, qui vont devenir volontaires internationaux de la francophonie? De profiter, parce que ça ne dure pas assez longtemps. Ouais, c'est sûr. Et puis de persévérer, parce que c'est vrai qu'il y a... notre promotion avait 60 postes. Il y a eu plus de 5000 candidatures. Donc, et certains dans notre promotion nous ont raconté que c'était la 3e fois qu'ils postulaient pour le volontariat. Donc, ne pas prendre... un refus comme vraiment un échec définitif parce que on a vu avec les autres volontaires qu'il y en a qui au bout de plusieurs candidatures ont réussi à devenir volontaires et je pense que ça s'applique à tous les volontariats, pas seulement celui de la francophonie. Je pense que... Ouais, je dirais la même chose, la persévérance, que ne pas perdre espoir si la première fois ça n'a pas marché. Tous les ans il y a des nouveaux postes qui se créent, il y a des nouveaux candidats à côté, donc persévérer pour espérer de décrocher le Graal. Est-ce que vous trouvez efficace cette expérience pour votre avenir professionnel, pour votre parcours professionnel? Oui, je pense que déjà, dire qu'on a eu l'opportunité de travailler avec l'OIF et dans mon cas l'AUF, c'est quand même quelque chose de très... C'est quand même une expérience, une grande expérience. Donc moi de mon côté, oui, je pense que sur beaucoup de plans, ça déjà m'a fait évoluer et m'aidera à avancer pour la suite. Ouais, sans aucun doute.
le volontariat international de la francophonie, c'est valorisant sur un CV. Car comme l'a dit Amandine, l'OIF, c'est quand même une organisation internationale, intergouvernementale qui compte dans le monde. Et donc, pour ceux qui souhaitent poursuivre sur ce chemin-là, c'est une très bonne expérience. En plus de toutes les compétences, peut-être certains ont développé un certain réseau durant leur année de volontariat. Et cela servira plus tard, sans aucun doute. Merci beaucoup, bonne continuation. Merci à vous. Depuis ses origines, l'Organisation internationale de la francophonie est résolument engagée en faveur de la paix, de la diversité, de la liberté et de la solidarité. Face à un monde dans lequel progresse la tentation du repli sur soi, la peur et le rejet de l'autre, l'OIF souhaite réaffirmer ses valeurs avec tous les gens francophones qu'elle place au cœur de ses priorités. Une grande mobilisation sur les réseaux sociaux de libre expression de l'engagement citoyen. Depuis mars 2016, des millions de gens francophones ont été appelés par l'OIF à se mobiliser massivement pour affirmer leur attachement au vivre ensemble, à la liberté, à la vie, en postant leurs messages vidéo, leurs projets, leurs créations sur la plateforme Internet du Libre Ensemble. Un programme avec, entre autres, des activités éducatives, économiques, culturelles, artistiques et sportives est mené sur le terrain par toute la francophonie, au plus près des gens et avec eux, avec l'appui de personnalités et de partenaires. Je suis avec Fatima Aouidat, responsable de l'initiative de Libre Ensemble à l'Organisation internationale de la francophonie. Bonjour Fatima, merci d'être venue. Bonjour Anna, merci de me recevoir. Alors, quelle est la mission de Libre Ensemble ? Alors la mission de Libre Ensemble est très vaste. Il faut savoir que Libre Ensemble, comme vous l'avez très bien décrit Anna, c'est une initiative qui donne la parole aux jeunes. Mais en plus de leur donner la parole, on a voulu aussi pouvoir leur donner des outils pour pouvoir lutter contre les discours de haine et la montée de la violence. Donc c'est aussi de former grâce à des outils pédagogiques des jeunes dans le monde entier, des jeunes francophones, pour pouvoir lutter contre la montée de l'extrémisme violent. Dans quel pays vous organisez des formations et quel est le nombre, combien de gens vous avez déjà formés? Vous pouvez nous donner des chiffres? Bien sûr, alors Libre Ensemble, c'est un effet boule de neige. On a commencé par former des dizaines de jeunes issus de plusieurs pays de la francophonie. Les formations se sont faites notamment à Paris, à Bruxelles, à Abidjan, à Dakar, à Marseille, à Nice, à Tanger, et j'en passe encore, là j'en ai cité quelques-unes. Et les jeunes qu'on forme, à leur tour, vont former d'autres jeunes. Et je laisse en dernier, je n'ai pas cité évidemment, Erevan, on a fait une formation il y a quelques mois maintenant, au mois d'août, pour former déjà 30 formateurs et 30 porteurs des idées et des valeurs libres ensemble. Comment cette formation a été accueillie à Erevan? Alors, on est arrivé au mois d'août, on a organisé une formation pour des jeunes francophones dans un premier temps, parce que nos outils pédagogiques sont en français. Et elle a été accueillie très positivement. Sur une semaine, nous avons pu former avec nos partenaires le Bureau international jeunesse de la Wallonie-Bruxelles et l'Alliance française d'Erevan. Et avec le soutien, bien entendu, du ministère des Sports et de la jeunesse arménien, une trentaine de jeunes francophones qui ont très bien accueilli. D'ailleurs, on va aller voir cet après-midi sur le pavillon de la francophonie l'initiative qui la porte déjà et qui, je l'espère, vont encore continuer à la promouvoir en Arménie et ailleurs. Aujourd'hui, c'est le lancement du mouvement Libre Ensemble en Arménie à Erevan dans le cadre du sommet de la francophonie. Comment c'est prévu? Comment ça s'est organisé? Alors aujourd'hui, on est le 9 octobre et c'est bien entendu le lancement. C'est la journée jeunesse. C'est une journée complètement dédiée à la jeunesse au sein du pavillon de la francophonie. Donc on va aborder plein de thématiques qui touchent la jeunesse et bien entendu, Libre Ensemble est au cœur de cette thématique. On va lancer officiellement l'initiative Libre Ensemble en Arménie. Donc ça va se passer déjà d'un point de vue officiel avec la présence de monsieur Adam Awan qui est le numéro 2 de l'OIF, l'administrateur général de l'OIF, qui sera en présence du ministre des Sports et de la jeunesse arménien, ainsi que d'autres personnes officielles qui vont lancer une boîte à outils pédagogique qui existe et qui va être mise en ligne pour tous les Arméniens
pour tous les jeunes francophones, et on a en amont traduit la moitié du contenu pédagogique de cette boîte à outils en arménien, et on a surtout les jeunes qu'on a formés dernièrement au mois d'août en Arménie qui sont déjà prêts et qui ont d'ailleurs durant toute la semaine animé des ateliers en français et en arménien Libre Ensemble. Donc ils vont commencer à déployer ces méthodologies et les valeurs surtout Libre Ensemble en Arménie. Quelle est la devise, le slogan de Vivre Ensemble? Alors, Vivre Ensemble s'articule autour de 3 grandes valeurs simples, mais auxquelles toute la jeunesse francophone a adhéré et a voulu porter. C'est le respect, la solidarité et la liberté. Ces 3 valeurs qu'on a trouvées, autour desquelles toute la jeunesse francophone a trouvé un consensus et qui incarnent différentes réalités dans tous les pays. Et surtout, c'est des valeurs pour lesquelles les jeunes sont prêts à s'engager et pas juste à les promouvoir en les prônant, mais à agir pour ça. Et nous, pour ce faire, pour qu'ils puissent agir, pour que ces valeurs deviennent des réalités, on a développé cette boîte à outils qui consiste vraiment à, grâce à des ateliers de mise en situation et d'éducation citoyenne, à donner des clés aux jeunes déjà pour que eux-mêmes puissent avoir une attitude favorable au vivre ensemble, mais qui puissent aussi la diffuser au sein de leur réseau et au sein de leur quotidien. Merci Fatima. Merci beaucoup Anna. C'était tout pour aujourd'hui. On se rencontre demain, même radio, même fréquence. Vous étiez au rendez-vous de l'EIF, en partenariat entre la Radio Vent et le Courrier des Rêvants.